Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur le tirage au sort de la Ligue des Champions qui avait lieu à midi. Le PSG avait 2 chances sur 3 de tomber sur un club espagnol. Et bien pour Luis Enrique et ses troupes, c'est chose faite puisqu'on va affronter la Real Sociedad en 8e de finale avec un match aller au Parc des Princes comme on a fini second de notre poule et le retour chez eux. Un facteur à prendre en compte quand on connaît nos difficultés à l'extérieur, à gérer un match retour, mais surtout le fait que l'adversaire a peu d'expérience en Ligue des Champions, sera probablement transcendé par la belle ambiance qu'il y aura assurément à Saint-Sébastien. Mon père habitant à 20 minutes, j'espère y aller. Papa, si tu sais pas quoi mettre sous le sapin dans une semaine, te voilà une excellente idée. Bref, pour revenir sur le tirage au sort global de ces 8e de finale, j'en suis plutôt content. Il y a des affiches assez originales, même si je pense qu'il y aura peu de surprises. Les gros, évidemment, ça manque d'un gros choc qui éliminerait un cadre européen très tôt dans la saison. Alors bien sûr, il peut y avoir des scénarios un peu fous, mais je pense qu'en quart de finale, bon, le Bayern, le Real, City, Arsenal, est-ce qu'on nous inclut ou pas, seront au prochain tour. Et donc, ça veut dire que plus la compétition va avancer, plus ça va se corser pour nous si on réussit à se qualifier face à Saint-Sébastien. Alors, en valeur absolue, bien sûr, il faut mettre en avant le fait que c'est une équipe beaucoup plus mature tactiquement, collectivement que nous. Encore hier soir, on a tenté un nouveau trio offensif qui n'a pas forcément marché, Dembélé, Mbappé et Barcola. Mais en valeur relative, quand tu vois toutes les équipes potentielles du chapeau 1, bien sûr qu'on préfère jouer la Real Sociedad que le Bayern, Manchester City, le Real. On va pas se mentir les gars, c'est un bon tirage. Pour une fois, on a eu de la chance. Voilà, maintenant bien sûr que ça rajoute une pression en plus. Parce que face à un cadre européen, tu limites les risques d'humiliation, dans le sens où sortir face au Manchester City de Pep Guardiola ou Bayern en faisant un bon match, bon bah voilà, ça fait pas figure d'humiliation. Par contre, la Real Sociedad, je pense que peu importe le scénario, en fait, sortir serait un véritable échec, une vraie humiliation, peu importe comment les 180 minutes se déroulent et comment on va les gérer. D'ailleurs, pour revenir sur l'histoire de première place qui a animé l'après-match face à Dortmund, jusqu'à la conférence de presse de Luis Enrique avant le match face à Lille, où il a rappelé que c'était lui qui donnait les consignes face à Mbappé, un discours très offensif, autoritaire. Bah, c'était Luis Enrique qui avait raison. Je dois avouer que voilà, dans mon après-match, j'ai tabassé cette fin de match qui, en matière d'intention, pour moi, était assez mauvaise de la part des Parisiens. Maintenant, quand tu vois que Dortmund prenne le PSV, bon, on se dit, est-ce qu'on n'a pas eu en fait un meilleur tirage qu'eux? Limite. Donc bon, après voilà, on parle de chance, hein, c'était le bon côté de la pièce. Ça n'en reste pas moins un tirage qu'il va falloir prendre avec énormément de sérieux, qui rajoute de la pression. Et puis bien sûr, dans les attitudes, il va falloir changer parce que ça change en rien le fait que celle qu'on a adoptée sur la fin de match contre Dortmund n'est pas celle d'une équipe qui va loin en Ligue des Champions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref. Alors, la Real Sociedad, c'est ce qui nous intéresse. Un adversaire avec peu d'expérience, bien évidemment. À voir s'ils vont la transformer soit en naïveté. Ça, je peux faire référence là-dessus à une débauche d'énergie qui pourrait les griller sur une fin de match. Et ça, on y reviendra parce que c'est quelque chose qu'on a observé chez eux sur les gros matchs qu'ils ont eu à disputer sur cette première partie de saison. Ou alors, de l'autre côté, est-ce qu'ils vont pas transformer ce manque d'expérience en insouciance, se livrer, jouer sans complexe, voilà, et du coup les joueurs dans les 1 contre 1 techniquement vont être très bons, les circuits de passe bien rodés, et puis au final dans la surface ils vont se démener, s'enlever un petit peu les petits problèmes qu'ils ont, parce que c'est vrai qu'à la finition c'est une équipe finalement qui nous ressemble, avec un certain manque de réalisme. Voilà, il va falloir être très sérieux parce que déjà comptablement, c'est une équipe qui finit premier d'une poule qui comptait l'Inter, finaliste l'année dernière, le Benfica de Di Maria, qui eux ont été repêchés en Ligue Europa et vont jouer Toulouse. C'est marrant parce que Di Maria avec la Juve, il a joué Nantes l'année dernière, et là cette année avec Benfica, il va revenir en France pour Toulouse. Évidemment, on va regarder
avec attention ce match, ce barrage de Di Maria. Rennes aussi, hein. Rennes-Milan, ça peut être pas mal. Hein. D'ailleurs, j'ai un oncle qui habite à Rennes. Si tu regardes la vidéo, si t'as pas d'idée pour mettre sous le sapin la semaine prochaine, Rennes-Milan, ça peut être très très sympa. Bref. Surtout, pour revenir sur la Real, c'est 2 buts encaissés sur la phase de poule. Mais au-delà de cet état de fait, les 2 buts, c'est un contre l'Inter en toute fin de match. Ça rejoint ce que je disais, débauche d'énergie, tu finis les matchs avec moins de lucidité. Sur le seul tir cadré du match, des Milanais. Et le deuxième, c'est face au Benfica, retour des vestiaires, tu mènes 3-0 et ils réduisent la marque. Donc bon, c'est un but assez anecdotique, disons. Après, faut pas non plus les voir comme une équipe défensivement ultra solide, stable. Il y a des moments quand même de fébrilité. Pour nous, il va falloir les optimiser, bien évidemment. Alors, si Mbappé est titularisé sur l'aile gauche et pas en numéro 9, il va retrouver un duel assez intéressant de la Ligue 1. Amari Traoré, rappelez-vous, ancien joueur du Stade Rennais, qui était pisté par Leonardo, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, pour Luis Enrique, il y a beaucoup de titulaires dans cette équipe de la Real Sociedad qui sont espagnols, donc qu'il connaît, ayant été sélectionneur de l'équipe nationale pendant quelques années quand même. Donc voilà, ça fait quand même des petits éléments pour nous. Ensuite, la Real, c'est aussi 7 buts marqués. Donc ça, c'est un peu moins glorieux que les 2 buts encaissés, et sur aussi 2 matchs à 0-0. Leurs 2 derniers matchs de poule, ce sont des 0-0. Il y a de vrais défauts dans la surface adverse chez eux, voilà, de réalisme, de finition. Ils ont des joueurs avec une bonne qualité de frappe de loin, mais par contre, quand ils se rapprochent de la surface, quand ils doivent concrétiser un contre qu'ils ont bien mené, ça peut mal se passer pour eux. Voilà, ça nous rapproche. Peut-être qu'on va se retrouver avec des matchs avec 4 XG des 2 côtés et puis au final un vieux 0-0 ou un vieux 1 partout et un match retour où tout restera à faire. Bref. Vrai enjeu donc pour nous de défendre les abords de la surface. C'est intéressant parce que tu peux déjà imaginer quelques enjeux tactiques. Donc l'un d'entre eux pour moi c'est ça. Cette équipe du PSG avec par exemple un Skriniar qui est assez frileux quand il faut maintenir la ligne défensive assez haute, quand il faut sortir de l'alignement, mais aussi nos milieux de terrain, hein, Ugarte par exemple, la défense de notre entrée de surface. Bon, c'est pas quelque chose qu'il fait très bien sur sa phase de poule de Ligue des Champions. Voilà. Vitinha pareil, milieu pas très positionnel, qui préfère aller chasser haut et qui défend très bien sur les premières secondes à la perte de balle, mais derrière, quand il faut courir derrière l'adversaire ou alors avoir des duels à jouer, bon, c'est pas trop ça. Donc, la défense positionnelle, ça va être un vrai enjeu sur les abords de la surface, parce que je vois pas Saint-Sébastien comme une équipe ultra faux folle qui vont nous presser comme des dingues, ou alors en contre qui vont être ultra fulgurants et qui avec ballon vont vouloir prendre la profondeur comme des furax. Ils vont nous presser, c'est une équipe qui presse. Quand tu sais que le PSG donne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des buts sur des relances casquettes, ça va être un vrai enjeu ça. Mais je pense pas qu'ils vont nous presser ultra intensément sur toute la durée des matchs. Il va y avoir des temps forts pour nous, des temps où ils presseront moins et il va bien sûr falloir les optimiser, capitaliser dessus. Et intéressant aussi, je pense que c'est une équipe qui prendra assez peu la profondeur. Alors sachant que Lucas Hernandez, par exemple, a eu des difficultés en matière de placement, souvent pris dans son dos sur cette phase de poule. Skriniar, bon, typiquement, lui, défend les grands espaces. Voilà, leur numéro 9 est assez puissant et rapide. Mais voilà, Skriniar, même Marquinhos, et puis Hakimi, pareil, pour se livrer. Bon, je pense que c'est plutôt une équipe qui va jouer dans les pieds, avec des circuits où il y aura beaucoup plus de combinaisons que de prise de profondeur et de 1 contre 1. Quand tu vois le match de Lucas Hernandez hier sur son côté gauche, à pas laisser d'espace à son vis-à-vis, dès la prise de balle, l'adversaire est tamponné, prend un coup de Lucas qui récupère le ballon. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant dans la perspective d'affronter Kubo, même si sa présence
on va y revenir, n'est pas acté, du moins pour le match aller. Skriniar pareil, donc voilà, Skriniar s'il est titulaire aussi, parce qu'il y a moyen que Nuno soit de retour et que Lucas repasse dans l'axe. Donc jouer les duels, évidemment que Skriniar préfère ça plutôt que gérer la profondeur. On va donc devoir élaborer une structure évidemment très solide avec des ailiers qui se replient et des joueurs très proches les uns des autres. Je pense que les fins de match aussi seront assez intéressantes parce que comme je le disais, c'est une équipe qui peut finir fatiguée. D'abord parce que c'est un facteur qu'on a retrouvé chez eux sur leur première partie de saison. Et ensuite, ça rejoint leur manque d'expérience. Peut-être qu'ils peuvent se donner à fond sur la première mi-temps au Parc des Princes et puis ensuite terminer un petit peu rincé à tirer la langue. Et nous, là, on est assez bon avec notre banc. Alors, ça dépendra des blessures aussi, mais surtout les choix de Luis Enrique aussi, qui fait son coaching très tôt, qui n'hésite pas à faire des changements offensifs. Barcola, typiquement, le faire rentrer voilà, pour aller finir un petit peu de fatiguer à Marie Traoré, ça peut être assez intéressant, une solution viable. Comme je le disais, Luis Enrique, entraîneur espagnol qui affronte donc une équipe espagnole, bon ça c'est un peu anecdotique, mais par contre, la plupart des joueurs dans cette équipe, le gardien, Zubimendi au milieu de terrain, sont des joueurs de nationalité espagnole, donc qu'il connaît bien. Ça va être très intéressant pour les ajustements, la micro-tactique, bien sûr, et les consignes qu'il donnera à ses joueurs en fonction des adversaires. Donc ça, c'est un point fort d'avoir un entraîneur qui travaille évidemment tactiquement avec son staff et qui en plus connaît bien l'adversaire. Donc bien sûr, en face, comme je le disais, la Real, c'est une équipe qui tactiquement est très mature. Nous, ça va être un enjeu, évidemment, de prendre en maturité d'ici là. Comme je le disais hier, voilà, nouveau trio inédit, Mbappé, Barcola, Dembélé face à Lille, match assez intéressant de la Ligue 1. Au final, ça n'a pas vraiment marché, les complémentarités n'ont pas été trouvées. Donc d'ici là, il va falloir travailler. En 2024, donc là on va jouer contre Metz, en 2024, après on aura 8 matchs si on se qualifie 2 fois en Coupe de France. D'ici au match aller. 9 matchs si on joue le match aller sur la seconde semaine, celle du 21 février. À l'heure où j'enregistre la vidéo, le calendrier n'est pas tombé. Mais ça c'est important et on y reviendra. Tout comme la dynamique, bien évidemment. Encore plus avec la Real Sociedad parce que leurs saisons à chaque fois sont marquées par un moment de creux en hiver. Voilà. Nous, on peut encore progresser bien sûr. Et aussi, pour revenir sur eux, ils ont beaucoup d'automatisme avec leur 11 titulaire. Mais quand il y en a un qui sort du 11, ça peut avoir des répercussions sur le reste de l'équipe. Et tout de suite mettre un grain de sable dans l'engrenage. Donc ça, c'est à surveiller. Les blessures par exemple, l'absence de Kubo qui va jouer comme lit chez nous, la Coupe d'Asie. Sur le mois de janvier et s'il va en finale jusqu'au 10 février, soit 3 jours avant le match aller, si on le joue la première semaine. Donc voilà, c'est intéressant de suivre tout ça. Et puis nous, bien sûr, en matière de dynamique, bon, les blessures, pour l'instant, on touche du bois, bien sûr. Et puis, surtout, physiquement, bien gérer les organismes, parce que ça, je trouve que aujourd'hui, en fait, on débriefe ce huitième de finale au lendemain d'un match où je pense que la plupart des joueurs se disent « j'ai hâte d'être en vacances ». Vraiment, je pense que physiquement, il y en a qui sont très fatigués. Lee Kang-in, c'est le plus visible. Mbappé aussi. Bon, alors lui, c'est peut-être plus mentalement. Peut-être qu'il en a un peu ras-le-bol de mal être servi par ses partenaires, parce que ça aussi, c'est un état de fait qui joue avec lui. L'incapacité à le lancer dans la profondeur, mais surtout aussi mentalement, parce que ce rôle de numéro 9, il l'aime pas et qu'il ne fait aucun effort sur le match d'hier pour s'y adapter et qu'il sort complètement de son match, comme d'habitude. Bien sûr, il n'y a rien à sortir de son match hier, Mbappé, qui est très mauvais. Warren aussi. Warren qui a fait son retour express de blessure. Ne pas oublier la première mi-temps contre Dortmund où il est un petit peu à court de rythme, et son match hier, bon alors à court de repère aussi du fait de son placement inédit, mais son replacement dans son rôle préférentiel au milieu de terrain sur la fin de match n'a pas joué en sa faveur. Il n'a pas forcément été meilleur sur cette séquence-là. Voilà. Le mercato aussi. Le mercato, par rapport à eux, je pense que on peut se renforcer, voilà, sachant que l'été dernier, rappelez-vous, Takefusa Kubo et Zubimendi aussi,
plus lui que le japonais, nous intéresser. Voilà, 2 joueurs de la Real Sociedad, est-ce qu'on va aller les voir? Zubimendi, je me demande s'il n'a pas une clause libératoire. Bon, ça m'étonnerait qu'elle soit active sur un mercato hivernal, mais intéressant de voir sur qui on va se positionner. Et en fait, ça me fait une transition parce que sur le mercato, on dit le milieu, c'est le dossier prioritaire. Il faut absolument recruter à ce poste-là, on a un gros déficit. Bah finalement, notre adversaire, je trouve, colle plutôt bien avec le profil de nos milieux actuels. Alors attention, je dis pas qu'il ne faut pas recruter à ce poste cet hiver, parce qu'après, si on se qualifie, il y aura un quart de finale, un printemps à assurer, et puis même à l'échelle du projet Luis Enrique, il faut absolument d'autres milieux, d'autres profils, d'un autre niveau, avec un aussi autre niveau d'expérience, voilà, de leadership. Mais je trouve que la Real... Alors, ils ont un très bon milieu, hein, évidemment, la bataille du milieu va être très intense, mais au moins athlétiquement, je trouve que nos Vitinha, nos Likanguin, j'inclus Ugarte aussi, puisqu'en ce moment, il est nul, même sur ses qualités fortes, à savoir les duels, physiquement dépasser ses adversaires. Là, voilà, il est très mou, il est peut-être lui aussi hâte d'être à la trêve internationale, à la trêve hivernale, parce que justement, les trêves internationales aussi l'ont fait vagabonder, on va pas se mentir, même si en matière de temps de jeu au PSG, il a quand même été assez ménagé par Luis Enrique. Mais bon, bref. Je pense qu'au milieu de terrain, on existera. Et c'est un match où là, vraiment, je vais attendre beaucoup de Vitinha, de Likanguin. Si, évidemment, ils sont dans une dynamique de titulaire à ce moment-là. Match dans 2 mois et 8 matchs, on le rappelle. 9 avec Metz mercredi. Voilà. Donc pour moi, les 2 grandes priorités du PSG à travailler d'ici là, c'est la structure sans ballon. Voilà, essayer d'être très compact, ne pas faire d'erreur, bien évidemment. Et la finition. Comment ne pas la citer? Parce qu'évidemment, une Ligue des Champions, ça se gagne dans les 2 surfaces. On peut faire tous les débats possibles sur le milieu de terrain. Si t'as pas un gardien extraordinaire, une défense qui est là sur les centres, qui défend très bien, verrouille sa surface, et une attaque qui en face est létale, tu peux pas la gagner. Voilà, peu importe le milieu de terrain qui se situe entre les 2. Vraiment, moi, je pense sincèrement que c'est entre les 2 surfaces. Et donc, comme je le développais dans d'autres vidéos, c'est vrai que les axes de progression là-dessus, ils sont difficiles à identifier, à mettre en avant pour le PSG. Kolo Muani, Dembélé, je pense que voilà, il y a un vrai plafond de verre qu'ils ne casseront pas. Barcola, c'est du long terme. Finalement, il n'y a que Mbappé, sur lequel on peut compter bien évidemment, pour être dans une meilleure forme, on l'espère, et ce serait la moindre des choses, sur la dynamique de 2024 déjà, et puis ce match en particulier contre Saint-Sébastien. Alors, petit point aussi sur les compétitions internationales qui vont se jouer en janvier, parce que c'est intéressant. On affronte une équipe qui, comme nous, va avoir un international asiatique, Kubo, pas des moindres, leur ailier droit, qui fait assez mal en 1 contre 1 quand même, et aussi, pour déborder, très bon. Qui va jouer donc avec le Japon, la même compétition que Lee avec la Corée. Donc nous, on aura Lee et Hakimi. Pour l'aller, si on joue l'aller la première semaine de février et que donc Kubo ou nous, Hakimi, Lee, vont au bout de la compétition ou alors jouent la finale, jouent la petite finale avec leurs équipes internationales, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas titulaires, c'est sûr et certain. Pour le match retour, pour le match aller, si on le joue sur la 2e semaine, ça peut être juste, mais faisable. Et puis le match retour, là, le match retour, ils seront là, bien évidemment, voilà. Notons aussi que donc pour nos internationaux, il y aura donc 7 matchs, s'ils vont donc au moins jusqu'en petite finale, à jouer, jusqu'au 11 février pour la CAN, jusqu'au 10 février pour la Coupe d'Asie. Voilà. La CAN qui démarre le 13 janvier, mais le Maroc, leur premier match, c'est le 17 contre la Tanzanie. Donc Achraf, je pense qu'il pourra jouer le Trophée des Champions le 3 janvier. Peut-être, la Coupe de France contre Revel. Après le match contre Lens, le week-end du 14 janvier, ça me paraît peut-être juste. Peut-être que le club va pousser jusque-là, je sais pas trop. C'est un choc, donc on verra. En fonction, donc il aurait joué, si on dit que le Maroc va au minimum jusqu'à la petite finale, en 2024, il jouera donc 9 matchs d'ici au match aller. 9 à 10 matchs d'ici au match aller, alors que nos autres joueurs, ce serait plutôt 8 à 9. Donc, bien sûr, ça fait qu'un seul match en plus. Maintenant, on sait très bien que
sur ce genre de compétition, Cannes, Coupe d'Asie, c'est surtout le contexte. Le jet lag pour nos Asiatiques, la chaleur, les conditions météo pour nos Africains. Bon, alors là, on a... les autres années, c'est vrai qu'on avait Abdou Diallo et Gueye avec le Sénégal, mais là, voilà, on n'a que Hakimi avec le Maroc. Voilà. Et donc pour la Corée, donc la Coupe d'Asie, ça commence le 15 janvier. Eux, leur premier match, c'est le 15 janvier. Donc je pense que Lens pour Lee, c'est mort. Et donc ensuite, il reviendra le 10 février. Voilà. Et puis bien sûr aussi Nuno Mendes. Hein, on espère que il va revenir pour le match aller, même si ça me paraît un petit peu quand même compromis si on joue donc la première semaine. Bref, on attend le calendrier avec impatience. Voilà. Sur le match d'hier, revenir un petit peu sur les performances. Warren, comme je l'ai dit, d'habitude, c'est vrai qu'il a des temps forts dans ses matchs. Bon, là, il était en manque de repères. Il essayait de s'ajuster un petit peu par rapport à Marquinhos, ses partenaires, sur ce rôle un peu nouveau, un peu hybride. Mais voilà, quand il a été replacé, il a été plutôt... Enfin, pas meilleur. Et surtout, j'aimerais noter... alors là, je vais loin et bon, je sais très bien que dans les commentaires, ça va m'arracher. Mais c'est pas le premier responsable, bien évidemment. Notons quand même que sur le but qu'on prend, il suit l'action d'une manière pas très active, pour pas dire passive. Et le constat, on peut aussi le faire sur le but qu'on prend à Dortmund. Donc, je note ça. C'est des faits que juste, voilà, je mets en avant pour essayer d'être un petit peu le plus objectif possible et vous mettre un petit peu, enfin, pas vous dire ce que vous voulez entendre et ce que tout le monde met en avant sur les réseaux. Bref. Lucas Hernandez, j'aimerais encore insister vraiment sur son très bon match. Et encore une fois, quand tu le vois face à Zegrova hier, tu te dis, bon, face à Kubo, ça peut être vraiment très intéressant. Et je pense que il va pouvoir jouer sur ses qualités. Hakimi, son entrée, il a avalé des courses, mais techniquement, encore une fois, c'est pas vraiment ça dans l'exécution et la justesse dans le dernier tiers. Dembélé, ses centres, il faut absolument qu'il les travaille, quoi. Ça, c'est gros axe de progression pour lui. Il faut absolument qu'il travaille ça, pas forcément juste. Et puis, comme t'as pas de numéro 9, t'as pas d'appel à vide, t'as pas d'appel pour amener l'adversaire au second poteau et faire ton centre en retrait avec du coup un espace qui est libéré sur le premier. Donc forcément, ça avait pas trop de gueule. Mbappé, alors Mbappé, Luis Enrique, alors bon, la déclaration hier, moi, elle m'a pas choqué parce qu'il a fait exactement la même en conférence de presse 2 jours avant. Et il y a une semaine aussi, je crois. Donc, bon, rien de nouveau dans la déclaration. Par contre, quand il me dit Mbappé a des libertés et que je vois le match de Mbappé, qui a quand même très peu désonné, hein, Mbappé a fait un match d'une staticité assez déconcertante, je me dis, mais quel est le problème en fait? Est-ce que l'entraîneur et le joueur ne se comprennent pas? Est-ce que Mbappé veut faire passer un message à son entraîneur du style moi tes libertés je m'en fous, je veux mon côté gauche et pas démarrer sur la feuille de match en tant que numéro 9? Mais c'est très compliqué. C'est une situation qui est très compliquée. Moi je pense que le mieux c'est d'attendre la trêve internationale avec un Mbappé qui mine de rien est le joueur parisien le plus utilisé sur la première partie de saison alors qu'il a fait sa préparation avec le loft et ça on cessera de le répéter. Parce qu'aussi physiquement, voilà, il y a... et puis mentalement aussi une certaine usure. Je pense que les vacances, les fêtes, là, vont lui faire un petit peu de bien. Du moins, on l'espère. Je suis assez positif sur les perspectives avec Mbappé. Et puis les attitudes sur la fin de match, lamentables. Ça, il va falloir y travailler. J'ai trouvé Luis Enrique pas forcément dur avec ses joueurs publiquement. J'espère que en interne, il l'a été. Parce que vraiment, ils ont dérogé aux consignes, ils n'ont pas été bons. Hakimi l'a reconnu tout de suite en après-match, donc c'est plutôt bien de le reconnaître, mais le problème c'est que derrière, bah, il va falloir le travailler de vous-même aussi, hein, aux entraînements et sur les prochains matchs. Et puis pour accabler Asensio, encore une fois, qui est vraiment pas bon depuis son retour de blessure, alors il y a la passe plein axe, et il y a aussi le fait qu'après, il couvre Jonathan David sur le hors-jeu. C'est-à-dire que si Asensio remonte sur l'action, David, quand il reprend, il est hors jeu et il n'y a pas but. Asensio le couvre. Donc, ça fait encore une situation accablante pour lui. Voilà. On se retrouve
Bon, après-demain pour le débrief contre Metz, ça c'est sûr. Demain, je sais pas trop si j'ai un sujet. Je vais re-regarder là. J'ai pas re-regardé contre Lille, donc je vais re-regarder. Peut-être que collectivement, il y aura peut-être des trucs à dire. Je sais pas trop. On verra bien. Donc voilà, je vous dis à demain. Peut-être aussi pour revenir sur la Real Sociedad plus en profondeur. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donnez vos petits pronos pour ce 8e en commentaire. Et puis on se retrouve très vite. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.